On va maintenant découvrir comment Nocibé a répondu aux attentes de ses clients en temps de pandémie avec IP. Et pour en parler, je suis avec Jérémy Buffalon. Bonjour Jérémy. Bonjour Charlotte. Head of Business Development France de IP. Tout à fait. Et à distance, pas très loin normalement, nous allons retrouver Laurent Barra, responsable omnicanal de Nocibé. Bonjour Laurent. Bonjour. On vous, Bonjour. on vous voit très mal, un peu comme un invité mystère d'un... C'est mon côté mystérieux. Ah, Moi, très c'est mon bien. côté mystérieux. Vous resterez donc en homme de l'ombre, c'est parfait. Vous allez tous les deux nous raconter un petit peu votre collaboration. Peut-être que je vous laisse l'introduire justement et nous raconter comment votre histoire commune a commencé. Exactement. Notre histoire commune avec Nocibé, elle a commencé en 2019. On en parlera un peu sur les contours en fait, de ce qui a emmené Nocibé à finalement nous consulter et choisir IP comme prestataire pour l'accompagner dans ce virage du commerce unifié. Je me permets de faire une rapide introduction sur IP pour recontextualiser. Donc on est un prestataire de paiement omnicanal qui accompagne des enseignes à travers le monde sur l'ensemble de leurs canaux d'encaissement. On a processé près de 6 milliards de flux l'année dernière, en forte croissance évidemment. Et on a 220 personnes aujourd'hui qui travaillent au quotidien en fait, pour accompagner ces marchands avec une proposition de valeur organisée autour de 3 piliers. Le premier, c'est évidemment tout le dispositif qu'on a pu mettre en place pour accompagner nos marchands et être au plus proche d'eux, avec des experts qui gravitent autour d'eux sur les sujets du UX, sur les sujets de fraude, sur les sujets d'international. Le deuxième sujet, c'est évidemment toute l'excellence opérationnelle pour faire en sorte que ces déploiements se passent de la meilleure manière possible. Et le troisième pilier, évidemment, c'est l'innovation et la R&D qui, dans notre métier, sur le paiement et plus particulièrement l'ensemble des canaux avec les nouveaux scénarios qui arrivent d'achat, impose forcément d'être en veille constante sur l'ensemble des nouvelles possibilités à proposer aux clients. Je vais laisser Laurent peut-être présenter rapidement qui est Nocibé. Oui, donc Nocibé, chaîne de distribution dans la beauté, 4000 collaborateurs, 610 magasins en France. Dans ces 600 magasins, il y a 120 magasins franchisés, près d'1 milliard de chiffre d'affaires par an, un site web qui a été créé en 2006 et avec une vraie dynamique omnicanal à l'intérieur de tout ce qu'on fait. Très bien, merci Laurent. Donc j'en reviens justement aux enjeux de notre collaboration et ce qui a fait que, évidemment, en 2019, tu nous as consultés et Nocibé nous a consultés. Il y avait plusieurs enjeux chez vous. Évidemment, dans le contexte qu'on connaît tous, il y avait cette volonté d'optimiser et d'améliorer la performance de votre site e-commerce qui devenait un pourvoyeur de chiffre d'affaires de plus en plus important. Dans cette logique-là, évidemment, l'enjeu qui était associé à ça, c'était de pouvoir juguler la fraude et d'avoir une approche beaucoup plus personnalisée sur vos outils de scoring et de préparer aussi ce virage majeur qu'est la DSP2 qui est entré en vigueur donc en septembre 2019 avec le plan de transition qu'on connaît tous en France et en Europe. Et évidemment, la dernière étape, mais la plus importante, je dirais, qui d'ailleurs est devenue encore plus primordiale avec la situation qu'on a connue en 2020, c'est se doter d'un prestataire de paiement qui était capable de vous permettre d'amorcer ce virage vers le commerce unifié. Est-ce que tu veux en dire un peu plus, Laurent ? J'ai rapidement synthétisé ces 3 enjeux. Est-ce que tu corrobores ? Est-ce que tu veux ajouter des éléments ? Oui, en fait, pour redéfinir le besoin, donc on avait une plateforme de paiement sur le site qui était très vieillissante. On avait du mal à concentrer tous nos moyens de paiement à l'intérieur d'une seule et même plateforme. Donc ça, c'était notre premier besoin. Moi, j'avais aussi un besoin de trouver un moyen puisque on a des tablettes en magasin, on a digitalisé notre point de vente. J'avais besoin de trouver un moyen de paiement qui puisse se connecter facilement pour faire de l'encaissement en mobilité en magasin. J'avais une problématique de fraude importante et je voulais avoir un scoring de fraude live qui me permettait d'être plus serein par rapport à ça. Et on avait aussi une problématique de concentrer toutes les transactions, qu'elles soient magasin, en caisse normale, en caisse mobile, et les transactions qui venaient du site internet au même endroit pour pouvoir manager toutes les transactions de la même façon.
C'est juste pour paraphraser ce que tu viens de dire, Jérémy. Exactement, mais c'était mieux dit. Donc nous, la réponse, évidemment, ça a été de construire un projet avec toi et tes équipes sur le fait de lotir chaque étape qu'on vient de définir, évidemment. Donc la première, ça a été effectivement de vous proposer nos nouvelles technologies de script de paiement, donc les hosted fields, qui permettent d'amener beaucoup d'intelligence dans les champs dans ces scripts-là et vous permettre d'améliorer la conversion, de mettre en place des scénarios de retry et autres. IP Sentinel, qui est notre produit en fait internalisé de scoring anti-fraude, qui permet de pouvoir vous apporter beaucoup plus d'agilité, de flexibilité sur l'approche du scoring et de évidemment mener cette transition aussi vers la DSP2, qui est un changement de paradigme majeur pour les enseignes qui ont des flux online. Smart Terminal, tu en as parlé, évidemment, c'est notre produit qu'on a développé il y a maintenant 2 ans pour pouvoir en fait accompagner toute cette dynamique de digitalisation du point de vente et qui est finalement un produit qui permet de pouvoir s'associer à des devices, tablettes, téléphones pour réveiller un TPE en magasin et accompagner donc cette transition vers l'encaissement en mobilité en magasin. Et enfin, Payment Hub, qui est notre solution qu'on détaillera un peu plus tard, une solution et une approche unique en fait sur le marché pour accompagner justement les enseignes avec de très gros réseaux de magasins sur cette transition vers le commerce unifié, en essayant de maximiser et capitaliser sur les acteurs déjà présents dans la chaîne de valeur et faire en sorte que ce déploiement soit le plus agile possible pour les enseignes. On le disait, évidemment, cette réflexion autour du commerce unifié, Laurent, tu l'avais initiée bien avant 2020, mais il est évident que 2020 a été marquant à bien des égards pour l'ensemble du marché et ça n'a fait que accélérer finalement le besoin des enseignes de pouvoir mener cette transition vers le commerce unifié. On va en parler aussi et mettre en exergue un chiffre qui est issu d'une étude en fait miroir qu'on conduit maintenant depuis 3 ans avec LSA sur à la fois les distributeurs et les consommateurs sur leurs attentes en termes de parcours d'achat, en termes de services que les distributeurs doivent leur apporter. Et ce qui est très intéressant, c'est que même si évidemment les chiffres étaient année après année en forte croissance sur le fait que les distributeurs avaient bien saisi l'importance de pouvoir mener ces transitions vers le commerce unifié, l'année 2020 n'a fait qu'accélérer tout ça. Et on a aujourd'hui près de 7 enseignes sur 10 qui nous disent que forcément, elles vont mener ce chantier-là à court ou moyen terme, donc dans les 12 ou 24 prochains mois. Donc ça a été un formidable accélérateur de prise de conscience aussi dans les directions générales d'entreprise. Peut-être que Laurent, tu peux nous en dire plus chez vous. Qu'est-ce que ça a eu comme un impact en fait dans les discussions que vous avez en interne, dans les réflexions que vous menez au quotidien, cette situation du Covid ? Nous, on avait commencé déjà cette démarche bien avant le début de la crise, encore une fois en essayant de mettre tous les process omnicanaux à plat. Donc on avait déjà des solutions en place, on les a confortées avec les moyens de paiement, avec ce qu'on a mis en place avec IP. Et ce qui nous a permis, surtout sur la période de novembre, où nos magasins étaient fermés, mais on pouvait faire du click and collect, de monter sur certaines semaines à plus de 60% des commandes qui étaient prises sur Internet qui étaient faites en click and collect. Ouais, là où ça pesait à peu près combien, juste pour que… 30 sur une période normale, quand tous les magasins sont ouverts, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui, on tournait entre 30 et 35% et on est monté à plus de 60% sur certaines périodes en novembre en fait. D'accord, ok. Ouais, donc effectivement des flux explosifs qui ont eu un impact en fait forcément sur l'organisation de nos CIB. On a en préparant cette session ensemble évidemment défini quelques éléments, on va dire, plus spécifiques qui nous sont venus à l'esprit. Donc évidemment, la fermeture des boutiques vous a obligé à repenser votre façon évidemment d'adresser vos clients, votre façon aussi d'orchestrer
les stocks, puisque évidemment, qui dit explosion du trafic en e-commerce dit aussi réallocation et nouvelle façon d'orchestrer la dynamique de stock. Je crois aussi, pour en avoir parlé encore avec toi avant-hier, que ça a aussi permis de mûrir en fait la volonté de déployer des nouveaux scénarios. On parle de click and collect, d'allo and collect. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur vraiment de l'intérieur, comment vous avez vécu ça en fait, avec différents en plus confinements qui se sont enchaînés avec des restrictions plus ou moins dures. Comment vous avez vécu ça et du coup, comment vous avez accéléré la réflexion autour de nouveaux scénarios d'achat et donc évidemment de paiement? Déjà, je vais revenir sur la gestion de stock. C'est vrai que ça nous a posé beaucoup de questions sur cette gestion de stock parce que donc on a forcément la part du web a naturellement augmenté pendant cette période-là, mais on avait quand même beaucoup de stocks immobilisés dans les magasins qu'on ne voulait pas rapatrier chez nous. Donc on s'est vraiment appuyé, on a vraiment mis en avant le click and collect pour avoir la possibilité de d'écouler notre stock magasin pendant cette période-là. Sinon, on n'aurait rien écoulé du tout. Donc on s'est vraiment appuyé là-dessus. On s'est aperçu aussi qu'il y avait encore certaines personnes qui étaient réticentes au web et c'est pour ça qu'on a commencé à mettre en place un peu en mode dégradé une solution d'Allo and Collect qui permet aux clients qui sont encore un peu réticentes au paiement en ligne ou au click and collect de leur donner une possibilité d'appeler directement les magasins avec un système de réservation et un paiement directement dans la boutique. Et pour faire dans la continuité, dans cette période-là, c'était compliqué de rentrer en magasin et le fait d'avoir un encaissement sur tablette, ça nous a ouvert aussi des perspectives sur le fait de dire on peut encaisser en mobilité, on n'est pas obligé de faire rentrer les gens en magasin. Ce qui était un vrai plus pour cette période-là. En effet, comme tu le disais, il y a eu aussi un fort déport du trafic du magasin aussi sur le e-commerce. C'est vrai que vous avez en plus une saisonnalité très forte, notamment autour de Noël ou de la Saint-Valentin, de la fête des mères et tous ces événements un peu qui sont plus propices à l'achat de vos produits. Donc il a fallu évidemment vous en bac restructurer toute l'approche aussi d'hébergement, j'imagine, de serveurs, de bases de données pour absorber l'ensemble de ces flux. Peut-être que tu peux faire un petit laïus là-dessus et expliquer un peu comment vous avez adressé ça, puisque je pense que vous n'avez pas été les seuls à le vivre et que les gens qui l'avaient plus ou moins anticipé ou qui étaient plus ou moins agiles sur leur scalabilité là-dessus ont mieux vécu que d'autres, évidemment, cette explosion des trafics. Alors comme tu disais, nous on est très saisonnalisé. La plus forte période, elle est entre le Black Friday et Noël. C'est vraiment la période la plus forte. Je vais donner une échelle de valeur. On est capable de multiplier par 10 les volumes qu'on prend habituellement. Donc, c'est quelque chose qu'on manage tous les ans et tous les ans, on fait des tirs de charge avant cette période-là. On réaligne les serveurs, les bases de données. On fait une session vraiment consacrée à de l'optimisation sur le site pour être prêt un mois avant le démarrage du Black Friday. Donc ça a été fait. On a vraiment encore fait plus de tirs de charge cette année avec les hypothèses parce que le confinement faisait qu'on savait qu'on allait prendre un trafic encore plus important. Donc ça, on l'a optimisé. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, la charge de la plateforme de paiement, elle a tenu sans aucun souci par rapport à ça. Il n'y a vraiment eu aucun souci sur la charge cette année qu'on a vécue, qui était vraiment bien plus importante que les autres années encore. Oui, bien sûr. De toute façon, évidemment, on a l'obligation, je dirais, de pouvoir nous aussi accompagner cette explosion-là et la scalabilité de nos outils nous permet effectivement de pouvoir assumer ces fortes tendances explosives de flux. Si je reviens sur cette partie e-commerce, donc évidemment, il y a eu tout un travail avec tes équipes sur l'optimisation du parcours d'achat et donc de paiement. Donc on vous a mis à disposition les technologies en fait aussi de Fields pour avoir des champs dynamiques, améliorer cette conversion, pouvoir
relayer au client final en fait un certain nombre de messages à travers l'intelligence qu'il y a dans ces champs, éviter en fait un maximum en fait que des paiements ne puissent pas aboutir pour des erreurs de saisie par exemple ou des erreurs sur une date de validité de carte. Donc tout ça est optimisé, je dirais presque quotidiennement avec les différentes réunions qu'on peut opérer avec tes équipes. On a aussi des experts fraude, et tu pourras peut-être en parler, qui accompagnent tous nos clients premium sur la recherche du meilleur finalement paramétrage possible semaine après semaine, puisque la fraude est devenue de plus en plus intelligente et il faut toujours parer en fait à des nouvelles tentatives frauduleuses. Donc ça, c'est un dispositif qu'on a autour de chacun de nos clients où on a des business reviews régulières qui nous permettent de pouvoir analyser en fait le comportement des fraudeurs, analyser le comportement des clients payeurs au travers de nos outils de BI et de pouvoir proposer en fait des axes d'optimisation à nos enseignes partenaires. Peut-être que tu peux faire un dernier commentaire là-dessus, Laurent. Oui, donc je vais revenir sur la fraude. Vraiment, l'intérêt de la cellule antifraude d'AIP, c'est que c'est pratiquement du travail quotidien avec la possibilité de mettre des nouvelles règles en place très très vite et de se reposer la question très très régulièrement des informations qu'on remonte au niveau de la transaction pour amener des nouvelles règles antifraude. Et comme vous le savez, la fraude, c'est tous les jours. Il y a des gens qui essayent tous les jours de frauder. Et ça nous permet d'être très agile sur la gestion de la fraude. Et ça va très vite de mettre en place des nouvelles règles. Et c'est très sécurisant d'avoir des gens en face dont la spécialité, c'est la fraude et qui nous orientent vraiment bien avec toujours un point d'attention très important qui est de dire la fraude ne doit pas casser le business et il faut vraiment avoir un taux d'acceptabilité des transactions qui reste dans la norme parce que pour pas faire de fraude, on bloque tout, mais on fait plus de chiffre d'affaires et c'est pas le but de notre démarche de partenariat qu'on a ensemble. Tout à fait, tu as raison. Dernier point aussi, je reviens sur la DSP2 parce que la DSP2, c'était quand même un sujet très très touchy et très angoissant. Et ça s'est très, très bien passé avec la plateforme parce que ça a été très bien mené ensemble sur ce qu'il fallait amener à la transaction pour qu'on soit dans des règles DSP2 nickel. Tout à fait. C'est un travail étroit qui a été mené entre nos équipes et l'ensemble de nos enseignes qui ont dû faire face à ce changement majeur dans leur manière d'aborder leur flux et le scoring anti-fraude. On parlait effectivement de l'optimisation et de la conversion. C'est dans aussi cet esprit-là qu'on a déployé ensemble la tablette vendeur en magasin. Donc je le disais, on a un produit qui s'appelle Smart Terminal qui permet de pouvoir se connecter à un applicatif vendeur et on peut derrière trouver beaucoup de valeur à différents niveaux pour les enseignes. Je sais que Nocibé, évidemment, tu parlais de l'explosivité du trafic en magasin et de la forte saisonnalité. Le premier enjeu, c'était de pouvoir apporter une mobilité et une caisse nouvelle dans vos magasins. Donc, c'était le Q-Boosting. Il y a aussi cette logique d'extension de gamme pour permettre de pouvoir toujours proposer une gamme plus large en magasin, là où il y a forcément des contraintes en termes de place et de stockage. Tu peux dire un mot là-dessus, peut-être ? Encore une fois, pour paraphraser, notre premier but, la digitalisation du point de vente, elle est entamée depuis 2 ans chez nous. Par contre, on avait des fonctionnalités, mais pas de fonctionnalités d'encaissement. Donc, je cherchais vraiment une solution rapide et simple d'intégration pour pouvoir plugger un TPE par rapport à ma tablette vendeur. Donc, la solution, c'est un SDK, ça va très vite à mettre en place. Et ça correspondait à mon besoin. Le deuxième but, comme tu le dis, c'est l'extension de gamme. On fait déjà de l'extension de gamme aujourd'hui sur les caisses, donc on sait passer une commande web en magasin. Le but, c'était aussi de compléter sur la partie tablette cette partie-là qui n'était pas faite. Et donc, on est vraiment dans le besoin que j'attendais de connexion de paiement à une tablette existante en pluguant un SDK très facilement.
En effet. Et donc la dernière étape de notre partenariat, évidemment, sur cette vision omnicanal, c'est l'ajout de la connexion sur les caisses primaires. Donc il y avait plusieurs enjeux pour vous. C'était évidemment essayer de capitaliser sur les acteurs que vous aviez déjà en place pour faire en sorte que ce projet qui était indispensable pour vous soit mené le plus simplement possible. Et c'est l'approche d'IP d'offrir cette vision en fait agnostique des différents acteurs qui sont déjà en place dans le magasin, pour vous permettre en fait de déployer cette stratégie, d'avoir évidemment la réconciliation de vos flux, un token qui transite d'un canal à un autre pour offrir les nouveaux scénarios, évidemment mieux comprendre le comportement de vos clients. Merci beaucoup à tous les deux. Avec plaisir. Pour ce témoignage. Merci d'avoir été avec nous. J'étais donc en train de remercier sans mon micro nos deux intervenants. C'est la dernière, c'est pour ça. C'est ça. Merci beaucoup de ce témoignage. Merci Laurent d'avoir été avec nous à distance. Et on se retrouve à Monaco, j'espère bien dans quelques mois. Quant à vous, je vous propose de continuer la matinée en compagnie de Majda Chaplin, que vous connaissez, et de ses interviews durables. On a déjà parlé de consommation responsable et de l'importance des solutions de paiement précédemment. Je pense que l'invité de Majda ne dira pas autre chose, puisqu'il s'agit de Quentin Briard, qui est CEO marketing digital et technologie de Club Med.